Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur cette plateforme du dialogue, cette plateforme africaine du dialogue et du débat participatif, le Timbuktu Institute, qui a le plaisir de vous avoir convié aujourd'hui à ce débat sur le GNIM qui fait l'actualité aujourd'hui et les questions qu'on se pose autour de cette problématique du GNIM aujourd'hui qui occupe l'actualité sous-régionale, mais aussi même internationale. Ces débats se déroulent en un moment où, crucial où on réfléchit sur le projet de GNIM et sa trajectoire et aujourd'hui comment le GNIM est en train véritablement de gagner du terrain, non seulement au Mali, mais aussi avec des exactions, avec des katibas dispersés un petit peu partout, même au nord du Bénin, à la frontière du Niger avec la katiba Hanifa. Donc je pense que c'est un débat qui vient à point nommé et nous avons la chance d'avoir des experts de la région qui connaissent le terrain, qui y ont travaillé pendant plus de 20 ans au moins et qui sont là aujourd'hui avec nous pour nous éclairer sur un sujet éminemment important. Il s'agira de Dr Salma Bellala, que l'on connaît dès les années 2010, 2012, 2013, à partir de 2014, sur tous ses travaux, sur la question de la radicalisation, sur des différentes expériences, aussi bien en Algérie, mais aussi dans le Sahel, qui a conduit beaucoup de programmes sur la prévention de l'extrême violence et qui connaît véritablement ces groupes-là et leur modus operandi, mais aussi les facteurs de radicalisation, les techniques et les stratégies de recrutement. Nous avons la chance de l'avoir aujourd'hui sur cette plateforme pour le débat. Nous avons aussi notre ami et collègue, Abdourahmane Diko de l'Université des Indes. Abdourahmane Diko qui a suivi tout le processus de l'évolution de ces groupes-là dans le Sahel, notamment au Niger, mais aussi dans d'autres pays, et qui a fait des travaux assez tôt sur la question de la radicalisation et les dimensions psychologiques, sociologiques, et qui a suivi la trajectoire de tous ces mouvements, aussi bien de Al-Qaïda que de Boko Haram, et qui a contribué beaucoup aux stratégies de sortie de Boko Haram que le Niger avait initiées à l'époque. Donc Abdourahmane Diko sera avec nous aujourd'hui depuis Zender au Niger. Nous avons aussi notre ami Nasser Ould Othman Eliassa. Nasser est connu pour ses travaux de réflexion. Nasser est chercheur associé au centre de recherche, à l'Institut de recherche stratégique de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Abidjan, entre autres, et qui a publié pas mal de textes sur ces questions-là et qui est un expert international reconnu sur le contre-terrorisme et qui a aussi nous a fait l'honneur de publier beaucoup de textes sur la plateforme du Timbuktu Institute, notamment sur la reconfiguration de ces mouvements-là et leur réorganisation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons cette chance de pouvoir mener le débat. Un débat avec des experts, au-delà du sensationnel médiatique, mais aussi en revisitant les itinéraires et les trajectoires, mais en se concentrant sur le factuel, au-delà aujourd'hui des supputations, etc. C'est pour cela, il me plaît d'abord de donner la parole pour trois tours de questions hein, à nos invités, parce que le débat sera aussi le vôtre. Après trois tours de questions à nos experts, nous allons débattre avec vous. Vous allez poser des questions à ces experts qu'il n'est pas facile de regrouper et de rassembler en un instant T sur une place comme nous avons la chance de l'avoir aujourd'hui. Alors, Salma, je vais commencer avec toi. Salma, est-ce que tu peux revenir sur ces groupes-là terroristes dans le Sahel ou ailleurs, mais aussi surtout dans le Sahel aujourd'hui, comme le JNIM? Quelle est leur idéologie? Parce que beaucoup d'études hein, qu'on a vues essayent de nier la dimension idéologique et la dimension même, je dirais, idéologique de ces mouvements-là. Est-ce que tu peux nous parler de l'idéologie de ces mouvements et qui inspire leur modus operandi, Salma Bellala? Merci Bakary, merci. Bonsoir à vous tous. En effet, le djihadisme, bon, est quand même ancré maintenant dans un projet politique, politico-idéologique qui remonte au moins au début de la fin des années 70, lorsque Ayman al-Zawahiri déjà édicter les principaux repères idéologiques concernant notamment euh, l'association du djihad, de son point de vue, à l'excommunication du prince. Non, donc, takfir al-hakim.
Le prince qui est finalement, c'est symboliquement, représente les institutions politiques au sens large. Mais aussi, dans les textes les plus importants du djihadisme, donc qui inspire à ce jour le génie, mais d'autres groupes djihadistes dans la sous-région, il y a la question de par exemple, que mentionnait Zawahiri donc dans les années 80, dans les années 70 déjà, concernant la shahada, qui selon lui consistait, donc la shahada qui est la profession de foi, consiste euh, à utiliser l'action armée, c'est-à-dire pour que la shahada soit complète, pour qu'elle soit accomplie également, il est nécessaire, selon lui, de passer à l'action armée contre le prince, donc contre les institutions politiques. Et l'action armée, il la désigne comme étant al-qital. Mhm. Donc, il ne dit pas le djihad, mais il dit la shahada n'est complète que si tout musulman passe à l'action armée, donc contre le prince. Donc, al-qital ضد الحاكم المرتد. Et cette déclaration déjà mentionnait une rupture à l'époque fondamentale avec la doctrine classique de l'islam. Associer la shahada à l'action armée est une rupture, en fin de compte, avec l'alpha et l'oméga au plan doctrinal de l'islam. Voilà. D'où l'importance déjà de bien comprendre dès le départ sur ce débat que il ne s'agit pas aujourd'hui concernant le GNIM d'un mouvement religieux, mais il s'agit d'un mouvement de rupture avec l'islam classique et donc d'un mouvement, disons, millénariste, parce qu'il y a une rupture fondamentale avec les fondamentaux voilà, avec les principes fondamentaux de la doctrine musulmane déjà ancrés dans les déclarations, les écrits de Zawahiri en son temps. Voilà pourquoi aujourd'hui il est important de distinguer djihad et djihadisme, c'est pas la même chose du tout, de distinguer entre théologie et idéologie. Il ne s'agit pas de théologie, il s'agit d'idéologie, voire au-delà de l'idéologie, il s'agit d'une utopie millénariste. C'est déjà encore au-deçà et au-delà de l'idéologie. Et de bien comprendre que l'insurrection djihadiste aujourd'hui correspond à un soulèvement millénariste, ancré dans une rupture avec ce qu'on a connu jusqu'alors concernant les classiques du djihad utilisés en islam et utilisés également par d'autres courants de l'islam politique. Voilà, donc je laisse la parole à vos invités. Merci beaucoup, Salma, sur cet éclairage. Si on voit la situation aujourd'hui, et ce que tu dis nous fait penser à cette fameuse théorie de Nagy qui a parlé de Idar Tawahush, la gestion Mm. de la sauvagerie. Et je crois que Abdurrahman Diko, quand on regarde aujourd'hui les Jinim qui multiplient ses attaques avec des opérations de plus en plus violentes, par exemple, plus d'opérations sur l'année 2024 que durant toute l'année. Durant plusieurs années, avec l'assaut simultané à Tombouctou le 2 juin, les attaques à Caille, ce qu'on a vu à Ségou, ce qui s'est passé avec les 40 camions-citernes. Est-ce que le GNIM ne serait pas aujourd'hui dans cette phase de vexation et d'épuisement dont parlait Abou Bakr Naji, dans Ilal Tawahosh? Et quelle est aujourd'hui, de ton point de vue, Abdurrahman Diko, la tactique du GNIM et cette tactique-là pour faire quoi aujourd'hui au Sahel, si tu pourrais y revenir? Bien, salam alaikum, donc tout le monde. Bonjour, donc je suis ravi aujourd'hui d'être sur cette surface-là pour apporter ma modeste contribution pour la compréhension de ce phénomène nouveau qui est en train de venir.
Bien, je pense que véritablement, nous devrons aujourd'hui sortir de ce cadre théorique qui consiste véritablement à analyser les faits en essayant de les mettre souvent en corrélation avec certaines conceptions religieuses ou politiques. Nous sommes face à une situation implacable qui nous oblige aujourd'hui à regarder les choses en face. Depuis 2012, nous avons tenté, à travers certains écrits, d'interpeller les États du Sahel sur les risques potentiels auxquels ils sont confrontés, notamment la faillite de la gouvernance démocratique dans les États, où nous avons compris qu'il y a une sorte de revirement de démocratie de paille qui s'installait dans les États. Et les groupes djihadistes, à l'époque, étaient plus ou moins embryonnaires. Ils n'avaient pas un projet politique réel. Ils n'avaient pas véritablement des ambitions politiques réelles. Mais du fait de certaines situations liées à la relégation sociale, à la paupérisation, au sous-développement, ces groupes ont véritablement eu l'opportunité de passer à une vitesse de croisière et de convaincre même les plus hostiles à leurs convictions. Donc, le Jnim, à l'époque, on parlait de Al-Qaïda qui avait posé ses premières tentatives dans les années 2012 dans l'espace sahélien. Donc, on est face à une situation aujourd'hui où il faut croire à une organisation sérieuse. Ces groupes djihadistes, qu'on le veuille ou pas, ils ont un projet politique. Puisqu'ailleurs, j'ai écouté plusieurs analystes qui disent que le JNIM aujourd'hui n'a pas véritablement les moyens de s'imposer sur ce grand espace qui est devenu un espace politique. Eh bien, moi, je pense que dans l'espace sahélien, c'est-à-dire le Niger, le Burkina Faso et le Mali, on est face à une organisation, j'allais dire étatique, qui a une organisation qui a un service de renseignement, qui a des moyens financiers, qui a des armes. Et donc, cette organisation, du fait justement de toutes ces réalités-là que je viens de dire, peine aujourd'hui à créer, du moins nos États peinent à faire face à cette situation où on pense toujours que bon, ce sont des bandits armés sans foi ni loi. Non, ils sont une organisation. Et quand on parle d'organisation djihadiste, on parle justement de schéma opérationnel qui leur permet véritablement de s'imposer dans ce grand espace. Nous sommes face à une situation aujourd'hui où, je profite de cette occasion pour le rappeler, le président nigérien qui est en visite à l'intérieur de nos États et de différentes régions, puisque hier il était à Tawa, aujourd'hui il était à Agadez et demain il sera à Difa, et après Difa c'est Zender, et après Zender c'est Maradi, et ainsi de suite. Donc partout où il est passé, le président nigérien évoque justement le risque potentiel auquel nos États sont confrontés, notamment du fait de certaines situations liées au fait que les groupes djihadistes aujourd'hui ont un soutien avéré, n'est-ce pas, de certaines organisations et de certains États. Le président nigérien l'a clairement notifié. Rien qu'hier, c'est-à-dire le dimanche, il y a eu un déploiement de 1000 hommes qui sont venus sur le territoire burkinabé. Et on pense qu'il y a déjà, et ça selon les informations et les analyses, il y a déjà un semblant de dialogue noué entre les autorités béninoises et les groupes djihadistes. Parce que dans la conception, n'est-ce pas, aujourd'hui du gouvernement béninois, il faut forcément aller vers une négociation avec ces gens pour faire baisser la tension sur le territoire béninois et faire en sorte que ces groupes n'interviennent que dans l'espace sahélien. Donc aujourd'hui, c'est une situation assez inédite qui est là et avec, il faut le rappeler, avec la situation qui est en train de se passer au Mali, parce qu'il faut le rappeler, les groupes djihadistes sont à 20 km de Bamako. Donc, dans le sud-ouest, ils sont à 20 km. Ils ont imposé un blocus. Ils ont asphyxié l'État. Et l'ambition politique de ces groupes djihadistes est d'empêcher à l'État de fonctionner normalement, d'étouffer l'État et de créer une situation qui va leur permettre de s'emparer du pouvoir politique. Donc, même si par ailleurs, on le dit de manière très claire qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Non, je le dis et je le maintiens, on s'achemine tout droit vers l'installation d'un deuxième Afghanistan dans le Sahel. Parce que le fait qu'on ait ce deuxième Afghanistan dans l'espace sahélien, et le Mali a été ciblé comme le QG de cet Afghanistan nouveau qu'on est en train de vouloir créer dans ce grand espace. Et pire, selon des informations assez bien fournies, il y a un dialogue qui est noué entre les djihadistes et certains opposants au Mali, qui sont en train de vouloir négocier avec les djihadistes pour voir comment
ils vont créer une sorte de synergie et créer une sorte de synergie pour empêcher aux militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui de gérer le pays comme ils veulent le faire. Donc la question de la souveraineté, la question de l'indépendance économique, la question même de l'existence de l'État sont des questions assez essentielles. Nous sommes face à une situation où on peut même dire que nos États sont véritablement menacés de disparition. L'espace sahélien est un État sauvagement menacé et ce qu'il faut craindre, c'est justement la propagation de cette nouvelle façon d'agir, c'est-à-dire de créer une sorte de confusion dans les États pour empêcher aux États modernes que nous connaissons de fonctionner normalement. Cette situation, elle est chaotique et elle est en train de progresser vers le chaos. Donc, c'est cela, en fait, moi, je pense qu'il faut revenir sur des questions assez essentielles et il faut sortir du cadre théorique sur lequel nous nous basons pour analyser les risques sécuritaires auxquels nous sommes confrontés. Et on n'a plus besoin de faire appel à certains versets ou à certaines idéologies religieuses. Nous sommes face à une réalité implacable et une situation assez dangereuse. Nous sommes face à des acteurs qui sont porteurs d'un projet. Et aujourd'hui, la situation est en train de leur donner raison, puisque nous sommes dans une situation où, il faut le dire, que la question de la pauvreté, la question de la misère, la question de la relégation sociale sont des questions qui étouffent, qui étranglent nos États et nos populations. Ils sont venus avec un projet et ils proposent, n'est-ce pas, une sortie, n'est-ce pas, de crise à nos populations qui souvent acceptent. Je conclue pour vous dire carrément que ce sont des États virtuels qui sont là. C'est vraiment l'État islamique en tant que tel, puisqu'ils prélèvent des dîmes, ils prélèvent des impôts, ils contrôlent une bonne partie de la population, ils contrôlent une bonne partie de l'espace du territoire sahélien. Donc là, ce sont des acteurs sérieux avec lesquels il faut véritablement composer et qu'il faudrait véritablement écouter. Nasser Ould Othman Al Yassa, ça fait longtemps que tu le dis, qu'on s'acheminait vers cette situation au Sahel. Aujourd'hui, quelle est la situation? Comment tu l'appréhendes? Est-on proche de cet Afghanistan dont parle Abdurrahman Diko, ou bien c'est à moyen, à court terme? Qu'est-ce qui se passe réellement? Sur une échelle de 1 à 10, on en est où actuellement? Et certainement, nous profiterons de ta connaissance formidable du Sahel et aussi certainement d'éléments factuels qui pourraient nous aider à mieux comprendre et au-delà de la théorie, au-delà des idéologies, qu'est-ce qui se passe réellement sur le plan politique au niveau de ces groupes? Avant d'aller aux commentaires et de se perdre en conjectures et autres occurrences de la prospective, j'aimerais revenir sur quelques aspects factuels qui peuvent nous éclairer sur les intentions des djihadistes. N'est-ce pas Mhm. le thème de notre Un rencontre? proche, C'est voilà. le projet du CIM en Afrique de l'Ouest et plus particulièrement au Sahel. Donc, je vais procéder par la chronologie. C'est peut-être l'approche la plus simple. On se souvient que le 10 avril, lors d'une vidéo assez fameuse, Mahmoud Bari, qui est une figure très connue du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, déclarait: Peuple des villes du Mali, du Burkina Faso et du Niger, coopérez avec vos frères moudjahidines et apportez-leur le soutien possible car nous sommes proches de la victoire. Ça, c'est déjà une indication factuelle. La deuxième, vous avez eu fin mai, euh, Ousmane Diko, donc numéro 2 du FSIM au Burkina Faso, qui tenait un discours similaire après l'attaque de ses troupes sur le Djibo et il demandait aux civils de s'éloigner des emprises de l'ennemi et il promettait d'autres actions à venir. Ensuite, nous avons le retour sur scène de Mahmoud Bari lors de son prêche de l'Eid al-Fitr, donc la fin du Ramadan passé, et il déplorait dans ce discours que les populations n'aient pas accès à l'électricité, n'aient pas accès à la nourriture, à l'eau, et que les gens pillent les richesses de leur pays pour les donner gratuitement aux Russes. Ça, c'est textuel, c'est une citation. Donc, euh, qu'est-ce qui se profile à travers ces déclarations? Et d'ailleurs, il y en a une qui est très importante que je ne dois pas oublier. C'est la déclaration où le CIM appelait à un gouvernement légitime,
un gouvernement légitime. Donc, c'est une intention de gouverner. On n'est plus dans le nihilisme auquel on s'est habitué, on attaque, on veut appliquer la charia dans tel ou tel coin à la faveur d'accords ponctuels locaux. Non, là, il y a une prétention au pouvoir. Et le plus important, c'est toujours la sortie de ce même Bari lorsqu'il rappelait le siège de Hamdallah, l'ancienne capitale de l'empire musulman du Massina, le siège qui a été effectué par Al-Hajj Omar Tal au XIXe siècle. Et il disait, nous allons affamer Bamako jusqu'à ce que les gens soient contraints de manger des cadavres d'animaux, des dépouilles, ou qu'ils mangent même le bois des calebasses. Donc, la volonté là de prendre le pouvoir, elle est explicite, elle n'est plus sujette à conjecture. Donc, nous sommes face à ce que mon collègue du Niger a expliqué tout à l'heure. Nous sommes face à une démarche de prise du pouvoir par les armes. Et la prise du pouvoir, en l'occurrence, se met au service d'un projet moral, social, religieux, qui est, pour résumer, pour le public qui n'est pas très versé dans ces matières, qui tourne autour d'un projet de khilafa, de califat. Et donc voilà, c'est ainsi qu'il faut voir les choses. Et je pense que notre discussion devra tourner, puisque c'est le problème, c'est le thème de notre rencontre. Notre discussion doit tourner autour de que renferme ce projet du CSIM. Qu'ils y arrivent aujourd'hui ou demain ou dans quelques années, peu importe. L'essentiel, c'est de quoi s'agit-il? Parce que très souvent, par l'effet du contre-terrorisme narratif, nos services de renseignement et la presse présentent les djihadistes comme des bandits de grand chemin, c'est des coupeurs de route, voire des narcotrafiquants qui n'ont rien à proposer et finalement qui sont mus par des réflexes de psychopathes, ils sont assoiffés de sang, etc., etc. Et ça, une partie de l'opinion l'a très bien intégré, elle l'a accepté, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste et c'est une erreur de continuer dans ce genre d'interprétation, à mon avis, très, très contestable. Voilà. Merci, Bakary. Salma Bellala, tu as ces dernières années beaucoup travaillé sur le projet des groupes djihadistes, notamment le rapport aux femmes. Selon toi, tu t'en inquiétais il y a déjà 5 ans. Selon toi, est-ce que l'avancée de ces groupes djihadistes-là dans la région devrait faire craindre une détérioration du niveau des droits des femmes? Parce qu'on a vu que déjà à Caille, parmi les premières mesures, avec une petite parcelle de gouvernance, c'était d'imposer le voile, etc., et de contrôler si ces femmes-là étaient conformes. Est-ce qu'il y a des craintes à ce niveau-là? Est-ce que le Sahel, c'est comme l'Afghanistan, où ils peuvent imposer ce qu'ils ont fait à Kandahar ou ailleurs? Que craignent les femmes dans ce projet-là? Je pense que, bon, il y a des particularités aujourd'hui hein, sur le terrain sahélien par rapport à ce qu'on a connu dans les années 90, 80 et puis début 2000, par exemple, au Maghreb, hein, notamment en Algérie et ailleurs, en Afghanistan. Euh, on doit constater aujourd'hui, peut-être, ou reconnaître plutôt, que les djihadistes au Mali ont, entre guillemets, évolué politiquement. Dans le contexte des années 90-2000, le credo du djihadisme, et c'est très important de revenir au concept et ce n'est pas de la théorie, c'est de la doctrine. Donc, si on veut faire les choses sérieusement, il faut aussi prendre en compte la doctrine djihadiste. Si on est déconnecté de la doctrine djihadiste, on est dans le tout sécuritaire et on perd de vue le cheminement du projet politique djihadiste. Donc, pour revenir à la doctrine, le principe fondamental à l'époque, c'était refus de toute négociation, refus de tout compromis, refus de toute trêve.
C'était le triptyque qui commandait finalement la doctrine djihadiste. Mais aujourd'hui, dans le cas du Mali et dans d'autres régions du Sahel, on constate que les djihadistes désormais négocient avec les populations, avec les communautés, avec les tribus, alors qu'auparavant, c'était l'application intégrale des décisions et des, entre guillemets, fatwas. Bon, ce qu'ils appelaient fatwas, qui sont en fait des déclarations d'excommunication. Donc, moi, je fais très attention à ne pas prendre les déclarations religieuses ou ayant des connotations religieuses, des connotations théologiques pour ce qu'elles sont. Je pense que c'est quelque chose de très important de désamorcer cette manipulation qu'utilise le discours djihadiste. Le discours djihadiste est un discours politique, contemporain, en rupture avec tout ce que nous avons connu dans l'usage religieux du djihad par le passé. Donc, l'utilisation de terminologie, de termes religieux n'est pas pour autant quelque chose je dirais, de religieux. Le religieux, la référence au religieux est utilisée pour manipuler les esprits, pour convaincre et pour mobiliser des populations, justement, qui confondent entre un projet théologique et un projet éminemment politique de prise de pouvoir et de prise et d'instauration d'un ordre millénariste totalement en rupture avec ce qu'on a connu par le passé. Et la destruction des États modernes, des armées, de l'ordre politique en place, moderne, la culture, les politiques publiques, la sécurité. Voilà. Donc, pour revenir à la question des femmes, dans les autres contextes que nous avons connus auparavant, le djihadisme ne négociait pas la question des femmes. Les femmes devaient se soumettre à des décisions que je qualifierais de radicales par la violence. Le port, par exemple, d'un uniforme, je ne veux pas appeler ça le voile parce que c'est galvaudé, c'est un uniforme totalitaire, djihadiste, ça n'est pas le voile, ça n'est pas la burqa wahhabite, c'est au-delà de la burqa, c'est un autre uniforme également. Donc, c'est cet uniforme imposé aux femmes de manière totalitaire par la violence, on l'a vu de manière, je dirais, intégrale. Ce n'était pas négociable dans le contexte, par exemple, nord-africain, algérien, ou bien dans le contexte afghan. C'était quelque chose qui était dicté de manière systématique et qui devait être appliqué aussi de manière, je dirais, immédiate. Alors que dans le contexte malien, on voit quelque chose de beaucoup plus progressif, de beaucoup plus souple. Par exemple, il y a 2 semaines, des bus ont été arrêtés dans une région du Mali dans laquelle il y avait des femmes qui ne portaient pas l'uniforme djihadiste. Elles ont été rappelées à l'ordre, mais il n'y a pas eu de passage à l'acte violent. Et c'est là-dessus, je trouve, que les djihadistes sont en train de marquer des points. Et c'est là-dessus qu'il faut être vigilant aussi, sur le plan politique, sur le plan aussi de la pédagogie que peuvent avoir des acteurs comme vous, comme nous tous, la société civile, les chercheurs, les journalistes, les médias, mais aussi les politiques, dans le fait qu'aujourd'hui, on a affaire à un acteur djihadiste qui a évolué, entre guillemets, qui a mal évolué pour nous, mais qui a bien évolué sur le plan de la politique, de l'adaptation et de la flexibilité et de l'agilité politique. Et c'est ce que voyait déjà à l'époque, dans les années 2005, certains leaders du GSPC algérien. Ils appelaient Chikao
à une souplesse dans le passage à l'acte concernant, par exemple, le rapt des jeunes filles au Nigeria. Une souplesse dans le passage à l'acte violent. Donc, plus de politique, plus de négociation. Voilà, plus de négociation, plus de tactique et plus de vision à long terme. Déjà à l'époque, l'idée, c'était de dire, attention, l'avenir du djihad, le djihad, son avenir, c'est de s'inscrire dans le temps et non pas de s'inscrire dans le territoire. Donc, ça n'était plus une conquête du territoire, mais une pérennité, une vision à long terme. Et c'est ça aujourd'hui qui a changé. Et on le voit à travers la posture qu'ont les attitudes qu'ont les groupes djihadistes vis-à-vis des femmes dans les pays sahéliens. C'est un marqueur très important et qui n'est plus du tout ce qu'on avait auparavant, il y a à peu près une vingtaine d'années. Abdourahmane Diko, donc, alors, est-ce que ces djihadistes, dans le projet aujourd'hui, qui est le leur, ceux du JNIM, ont intégré le changement géopolitique dans la région, la présence de la Russie est pour quelque chose, la présence d'autres acteurs, ou bien c'est des acteurs qui se réfèrent seulement à des cadres politiques plutôt nationaux vis-à-vis de l'État, à la contestation de cet État-là? Je pense que sur la question que vous êtes en train de poser, elle aurait dû être précédée par une question que je trouvais assez essentielle. Et la question aujourd'hui que nous fuyons tous de manière involontaire et inconsciente, moi je le dis chaque fois, pour les chercheurs, on ne se pose véritablement pas la question sur l'essentialité de l'insécurité au Sahel. Qui sont les acteurs qui animent ces groupes-là? Il faudrait passer par là. Et quelles sont leurs intentions? Qui sont les acteurs? Parce que dans le groupe, hein, je vous avoue qu'on a beaucoup de gens connectés. Depuis le cercle de Koro, on a des gens dans le Soum, on a des gens au Burkina, à Djibo, on a des gens qui se posent des questions parce que tu as évoqué des acteurs qui animent cette insécurité. Tu peux être beaucoup Absolument. plus explicite. Donc, Le débat est toujours libre sur les plateformes. je reviens sur la question que d'autres collègues ont évoquée tout à l'heure, ont effleuré sur la question de la dimension historique qui est là. Nous avons une communauté, il faut le dire, il faut appeler le chat par son nom. Les acteurs visibles de l'insécurité au Sahel appartiennent à une communauté bien précise. Et aujourd'hui, cette communauté fait partie justement c'est une partie intégrante de la population ouest-africaine. J'allais parler de la question peuple. Je souhaiterais que les chercheurs absolument s'investissent dans l'exploration de cette thématique. Et ces peuples, qu'est-ce qu'ils veulent concrètement et qu'est-ce qu'ils reprochent à nos États sahéliens? C'est la question essentielle. Qu'est-ce qu'ils veulent? Les peuples au Burkina Faso, les peuples au Niger, les peuples au Mali, ce n'est plus un fait de hasard. Ce n'est plus un hasard, ce n'est plus une coïncidence. C'est une certitude qu'il y a une synergie créée autour de certaines situations qui ont favorisé l'éclatement de l'espace sahélien. Et cette communautarisation du conflit nous oblige aujourd'hui à réfléchir sur les véritables intentions du JNIM. Le JNIM n'a profité que d'une situation. Ils ont profité d'une situation pour instrumentaliser une communauté ethno-linguistique qui s'est retrouvée au devant de cette situation et qui ne peut plus faire marche arrière aujourd'hui. Elle ne peut plus faire marche arrière au nom justement de certains principes qu'elle avait véritablement défendus. Tout à l'heure, M. Nasser Ould Elkmen a parlé de Diko qui est au Burkina Faso. Il a parlé aussi de la situation du leader religieux au Mali qui avait véritablement dit voilà ce que nous voulons véritablement prendre le pouvoir parce que nous estimons que nos richesses sont vendues, parce que nous estimons qu'il y a un projet politique basé sur une sorte de surenchère politique. Et cette surenchère politique nous amènerait véritablement à revenir sur certaines situations plus ou moins classiques où on accusait l'Occident d'être à la base de notre sous-développement.
Aujourd'hui, comme vous posez cette question, Bakary, je vous réponds directement et vous dites que nous sommes écoutés pratiquement dans tout l'espace sahélien. Moi, je souhaiterais à ce que les Sahéliens, de manière expressive, véritablement trouvent une solution par rapport au conflit, n'est-ce pas, intercommunautaire et intracommunautaire. Parce que la question réside ici. Toute la question est là. Le djihadisme n'est qu'une invention politique. La religion ou l'islam dont on avance n'est qu'une arme en réalité qui est utilisée juste pour pouvoir mobiliser la communauté internationale. Parce qu'on connaît, on sait, les djihadistes le savent très bien, que la communauté internationale est réfractaire au discours djihadiste. On parle de la religion. Tout à l'heure, vous avez posé le problème de la femme, la question de la femme, que les femmes sont violentées, elles sont dominées, on constate une sorte de violation des droits de la femme. Mais écoutez, les djihadistes ont un projet, ils ont des axes d'intervention. Et tout ce qui fait mal à l'Occident, c'est aujourd'hui la remise en cause de certaines valeurs universelles, en lien avec l'égalité de sexe, en lien avec la question de la liberté. Et la femme, au nom de la théorie de l'effacement symbolique, est considérée comme étant un symbole sur lequel les djihadistes s'appuient pour mobiliser et attirer l'attention de la communauté internationale. Aujourd'hui, comme on le dit de manière très claire, et je pense que M. Nasser l'a très bien dit, Bakary, on devrait véritablement focaliser les débats sur les intentions réelles du djinnim et l'aboutissement ultime de cette crise-là dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, moi je le dis et je le maintiens, et je le dis et je le maintiens toujours, le djinnim a un projet politique qu'elle propose aux populations. Maintenant, elle utilise la violence pour pouvoir s'imposer sur un plan médiatique. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, on est obligé de parler d'eux. Et la situation est tellement critique aujourd'hui où les États modernes, c'est-à-dire les États réguliers, les républiques, ont de la peine à véritablement s'imposer comme étant des institutions qui sont capables de trouver une solution au problème auquel nous sommes confrontés. Il y a un problème réel. Il y a une situation implacable qui est là. Et cette situation implacable nous oblige véritablement à nous poser la question. Et moi, je souhaiterais que Bakary, que les chercheurs s'investissent véritablement sur l'identification des acteurs visibles de la crise. Je ne peux pas admettre qu'on me dise que les mêmes acteurs qu'on retrouve au Mali sont les mêmes acteurs qu'on retrouve au Burkina Faso, sont les mêmes acteurs aussi qu'on retrouve au Niger. La question de l'Azawad, elle est là. La question de l'Azawad, même si par ailleurs, au Mali, on a deux situations assez particulières. On a le djihadisme et on a aussi un groupe qui réclame une sorte d'indépendance ou la création d'un État touareg. Cela ne doit pas nous empêcher véritablement de nous focaliser sur les menaces réelles, puisque le djinnim, potentiellement, est plus représentatif que le mouvement de rébellion touareg auquel on est confronté au Mali. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci Abdourahmane. Je passe maintenant la parole à Nasser. Alors, quand on entend tout ça, la question qui taraude l'esprit, on parlait beaucoup de prise de Bamako, l'établissement d'État islamique. Jusqu'où va le projet? Le projet d'instauration d'un califat, le projet d'instauration d'une gouvernance djihadiste? Est-ce que c'est seulement le Mali ou le Mali n'est qu'un début? Non, évidemment, ça dépasse le Mali, ça dépasse même le Sahel. C'est une démarche martiale implacable, comme dirait mon collègue du Niger, et il se déploie très très loin dans la profondeur du continent, jusqu'à Cabo Delgado, au Mozambique, jusqu'au littoral Swahili, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale avec les forces démocratiques alliées sur la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Et je pense que là où il y a une masse critique des musulmans, partout en Afrique, il y aura une expérience djihadiste tôt ou tard. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas, qui ne doit plus faire l'objet de discussions. Mais encore une fois, pour revenir à cette question du projet lui-même et des intentions, je vous invite à revisiter, à relire un communiqué du CIM, un long communiqué du 26 juillet 2025. Et un passage en particulier attire l'attention lorsqu'ils disent:
En conclusion, nous lançons un appel à toutes les personnalités influentes, aux élites intellectuelles et éduquées, aux gens de richesse et aux acteurs des médias, ainsi qu'à toutes les composantes de nos sociétés au Mali, au Burkina et au Niger, de point. Ne vous rangez pas du côté de ces gouvernements qui ont vendu leur patrie pour des intérêts étroits et qui ont livré leur peuple à des forces étrangères sans se soucier du sang innocent qui continue d'être versé dans les villages, les marchés et sur les routes. Fin de citation. Là, vous avez quasiment un programme politique qui est décliné. Donc, ce qui arrive ne doit plus être considéré du point de vue de la temporalité pure. On ne doit plus considérer que oui, voilà, est-ce qu'ils vont attaquer Bamako, est-ce qu'ils vont attaquer telle ville, tel jour? Non. Comme l'a dit Selma tout à l'heure, ces gens s'inscrivent dans l'usure, la patience et ils voient très, très loin. Ce sont des gens sérieux. Ils ont un projet, ils y croient, ils sont convaincus, ils s'en donnent les moyens et ils se sacrifient en conséquence. Donc, euh, essayons de, de recentrer le débat sur cette question-là, puisque, encore une fois, j'ai toujours le souci de revenir au thème de la discussion. Quel est le projet du groupe de soutien de l'islam musulman? Quel est le projet des djihadistes en général pour le Sahel et pour l'Afrique de l'Ouest? Merci. Nasser, pour non, excusez-moi, après les menaces et les obstacles, on voit quand même que, donc, il est clair dans la tendance que j'observe qu'on irait vers un émirat sahélien et que l'objectif final n'est pas seulement la prise militaire d'un pays ou d'une capitale, et que ce régime-là se montre au fil du temps comme étant beaucoup plus résilient que la plupart de nos États. Est-ce que donc nous sommes déjà arrivés à la stratégie héritée d'Ayman Zawahiri, c'est-à-dire privilégier l'insurrection patiente plutôt que le spectacle terroriste? Et je crois qu'en partant de là, ça nous fait tout de suite notre dernier tour de table, parce que les gens s'impatientent, il y a beaucoup de questions. Alors, va-t-on continuer? Comment combattre ce djinnim? Par quels moyens? Si on ne peut pas le vaincre, faut-il discuter avec le JNIM? Faut-il dialoguer? Cette question que nous, dans l'espace francophone, on pose toujours avec beaucoup de tabous. Mais comme tu avais l'entrée, je donne la parole. Et avant de repasser à nos autres collègues, faut-il dialoguer avec ces djihadistes? Comment? Avec qui? Et qui pourrait faire ce dialogue? Évidemment qu'il faut discuter avec l'ennemi, surtout quand le rapport de force l'exige. Et actuellement, nous sommes dans une situation d'impasse, de blocage. Aucun des deux acteurs, d'une part le groupe de soutien à l'islam musulman et d'autre part les pouvoirs militaires de transition, n'est capable d'emporter la décision finale. Aucun d'entre eux n'a la capacité de vaincre l'autre. Donc, nous sommes dans une impasse, dans une situation d'enlisement. Et c'est cette étape de maturation du conflit qui, normalement, favorise la discussion. Pour moi, il n'y a pas de tabou à avoir à discuter avec les djihadistes. Ce sont des adversaires, ils sont là, ils se sont imposés. Et l'attitude qui consisterait aujourd'hui à dire, voilà, non, c'est un tabou, on n'en parle pas, etc., c'est quelque chose qui est complètement dépassé. Le problème, s'il devait y avoir une intervention dans ce sens-là, ou une intermédiation, par exemple, de l'Union africaine ou des Nations unies, le problème vient de la capacité à discuter et de la levée du tabou. Vous savez que l'Union africaine a suspendu les trois pouvoirs militaires du Sahel central, ce qu'on appelle l'Alliance des États du Sahel. Et en même temps, l'Union africaine n'a jamais accepté de discuter de la possibilité de négocier avec les djihadistes. Donc, ces deux obstacles-là doivent être levés préalablement. N'oublions pas que il y a eu des discussions entre les États-Unis d'Amérique et les talibans au Qatar, qui ont duré quelques années. Euh, il y a eu
une discussion préalable qui a facilité la transition en Syrie, la chute d'Assad et l'arrivée des djihadistes au pouvoir, lesquels djihadistes étaient affiliés à Al-Qaïda comme le groupe de soutien à l'islam musulman. D'ailleurs, certains ont parlé d'un geste fort de la part du groupe de soutien à l'islam musulman qui consisterait à demander sa désaffiliation d'Al-Qaïda. Mais ils ne peuvent pas se désaffilier d'Al-Qaïda puisque Al-Qaïda n'existe pratiquement plus. Donc, l'acte de désaffiliation lui-même, il passerait peut-être par une communication directe avec Damas, parce qu'aujourd'hui, le seul héritier qui a du poids, le seul héritier d'Al-Qaïda, ce serait plutôt le gouvernement syrien ou par extension, le gouvernement des talibans. Donc voilà, discuter, oui, et c'est même très, très, très urgent. Mais le problème, c'est qui sera le médiateur? Parce qu'apparemment, il y a beaucoup de gens Qui sera le médiateur? qui sont tentés. Qui pourrait être le médiateur? Ça Voilà, nous intéresse. qui aurait l'audace de se proposer un médiateur? Voilà, c'est la question du moment. Merci. Merci beaucoup. Alors, Abdurrahman, d'après ce que Nasser vient de dire, il est clair, les djihadistes ne sont plus des hordes d'étrangers venus pour conquérir nos territoires. Ce sont des enfants du pays. On est dans une phase, quand même depuis très longtemps, d'endogénéisation du djihad. Et que, Ce sont, Bakary, excuse-moi, ce sont des Africains subsahariens. Il ne s'agit plus des absolument, Arabes, de l'Afrique du Nord, tout ça. Non, non, et non, c'est vraiment, oui, c'est c'est ce chez que j'ai nous, dit, ça se c'est passe chez nous. l'endogénéisation du djihad avec Voilà, des oui, enfants du pays, des Africains oui, subsahariens. oui. On le voit même dans la nature des communiqués, dans le langage utilisé, et même dans le cas du Mali, une stratégie du JNIM à sortir de l'étiquette de mouvement séparatiste pour avoir une envergure nationale en mettant en avant Abu Huzaifa et d'autres, etc. Donc je crois que maintenant, Diko, que penses-tu de ce dialogue? Est-il envisageable pour toi? Avec qui peut le faire? Et sur le principe, Abdurrahman. Merci bien, Bakary, et merci aussi surtout à Nasser qui m'a rappelé deux situations assez importantes qu'il faudrait véritablement évoquer dans le cadre de ce débat. Les États-Unis ont lutté pendant 14 ans contre les talibans en Afghanistan. Au final, les talibans sont revenus, ils ont pris le pouvoir, ils ont pris Kaboul, et les Américains sont venus négocier avec eux. La même situation s'est reproduite en Syrie où on a vu la communauté internationale négocier avec des groupes affiliés à Al-Qaïda. Donc, c'est une situation assez complexe. Donc, maintenant, pour le cas du Sahel, est-il envisageable d'engager des négociations avec les djihadistes? Ce qui gêne, c'est le mot djihadiste. Ce qui gêne, c'est le mot justement islamiste. Moi, je pense que nous avons des solutions assez simples. Selon mes analyses personnelles, je pense que c'est l'aboutissement ultime de conflits inter- et intracommunautaires qui a véritablement donné la situation dans laquelle, qui a engendré la situation dans laquelle nous nous trouvons. Le problème, ce n'est pas de négocier avec les djihadistes, mais le problème, c'est de transférer ce pouvoir-là aux communautés locales. J'estime que nos États modernes ont aujourd'hui la chance de négocier avec des communautés. Puisque quand vous prenez par exemple la question dans l'espace nigérian, nous savons pertinemment que ces enfants-là qui ont pris des armes contre les républiques sont sortis des communautés ethno-linguistiques. Et ces communautés sont bien identifiées. Il faudrait que nous ayons le courage d'aller vers ces communautés, de discuter avec ces communautés en enlevant dans nos esprits le fait qu'ils soient des djihadistes. Parce que malgré tout, ces djihadistes-là sont adossés à des communautés ethno-linguistiques. Ils appartiennent à des communautés. Et ce qu'il faudrait faire, c'est de créer les conditions pour qu'il y ait beaucoup plus de flexibilité dans les débats, de créer beaucoup plus d'opportunités dans les négociations et de faire taire
ce marketing politique-là qui consiste toujours à évoquer la question du terrorisme, la question du djihadisme, la question de l'islamisme au Sahel. Moi, je pense que, comme Nasser l'a dit, le problème, c'est comment négocier et qui sera véritablement le médiateur. Au Mali, déjà, il y a un semblant de retour à cette alternative qui se pose, où Imam Dicko est cité, où Imam Dicko, aujourd'hui, il est basé en Algérie. Et on pense que Imam Dicko est mieux placé pour discuter avec les Iyad Agali et pour discuter aussi avec tous ces enfants djihadistes-là. On en parle, la question est là. Donc aujourd'hui, c'est une question assez essentielle. Au Niger, moi, je pense, comme au Burkina Faso, il faudrait subordonner l'action militaire à une action politique. Et l'action politique supposerait justement de créer les conditions pour qu'on aille vers un consensus social. Et ce consensus social sera basé sur le rapprochement des communautés. D'abord, à l'intérieur des communautés, il y a des problèmes. Mais entre les communautés aussi, il y a des problèmes. Et il faut régler ces problèmes. En réglant ce problème, on règle aussi le problème de l'insécurité. C'est moi ce que je pense, particulièrement. Merci beaucoup, Abdelrahman. Donc, vous savez, les femmes ont le premier et le dernier mot à notre collègue Salma Bellala. Bakary, s'il te plaît, Bakary, avant de donner la Avant parole à d'aller dans le débat. Salma, Oui, Nasser, oui, un dernier élément. oui, j'aimerais bien revenir à ce qu'a dit mon collègue du Niger et qu'il a si bien exprimé. C'est juste une petite mise au point. Euh, le constat que les groupes terroristes s'appuient essentiellement sur une communauté ethno-linguistique, en l'occurrence les locuteurs du Pulaar ou du Fulfulde, qui ne sont pas d'ailleurs forcément Peul, pas toujours Peul, ceci est à relativiser parce que depuis quelque temps, le SIM tient à mettre en avant des porte-paroles, des gens qui font de la prédication sur ces chaînes de télévision alternatives. Et ces gens-là sont de plus en plus locuteurs du Bambara, du Gurunsi. Il y en a qui s'expriment C'est nous faux. en Germa Songhai, en Sénoufo. Donc, eux aussi, ils ont pressenti cette critique et ils sont en train d'y apporter une réponse. Je dirais malheureusement parce que ce serait notre échec à tous, mais ils sont en train d'avancer sur ce terrain-là. Le dernier point que je voulais évoquer, c'est l'appel aux États de l'AES pour qu'ils se dirigent davantage vers une solution politique, une solution de cohésion nationale. Je pense que malheureusement, et vous en conviendrez avec moi, chers collègues du Niger, malheureusement, les signes dont nous disposons actuellement font que on est encore très très loin de cela. Ces pouvoirs euh, misent davantage sur la solution militaire et ils sont dans une attitude qui n'est pas du tout celle à laquelle vous appelez. Merci. Merci, merci beaucoup. Donc, Selma, je termine avec toi avant de donner la parole au public, hein. Beaucoup demandent la parole. Et je crois que donc, le GINIM, on le voit, donc, a clairement l'intention de gouverner. Mais que devraient faire maintenant les États de la région au-delà du militaire, peut-être avant la négociation? Est-ce que, il y aurait un cadre qui permettrait de mieux prévenir l'engagement djihadiste, en tout cas pour baisser la capacité de ces groupes-là? Est-ce que ça aussi, c'est une solution dans le cadre de l'approche holistique à laquelle tu as toujours appelé? Alors, moi, je pense que déjà, jusqu'à présent, on n'a jamais pu amener un groupe djihadiste takfiriste. Je dis bien djihadiste takfiriste. Je ne parle pas des talibans. Je ne parle pas de Jamaat al-Nusra parce que la matrice djihadiste takfiriste, type Al-Qaïda, type JNIM, c'est encore autre chose. Il y a une différence avec les autres groupes, les autres mouvements comme les talibans, qui eux aussi prennent la référence, entre guillemets, je mets toujours des guillemets, au djihad. Donc, nous, dans le cadre du JNIM d'Al-Qaïda, dans les pays, dans les pays du Maghreb et en Afrique de l'Ouest, on a en quelque sorte une matrice salafiste, djihadiste, takfiriste qui est un peu sur le plan, je dirais, politique et du projet politique, beaucoup plus dans la rupture avec la négociation. Ils refusent toute négociation,
mais toute négociation sur leur doctrine. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas revoir la question de l'usage de la violence politique pour accéder au pouvoir. Alors, est-ce que les négociations vont porter sur l'usage de la violence politique par les groupes djihadistes dans la sous-région? Est-ce que les négociations vont porter sur l'arrêt du takfir, donc l'excommunication contre l'État, Alors, contre Salma, les Salma, forces Salma, militaires? Salma, Oui, Salma, oui. quand on dit négociation, on offre quelque chose. Qu'est-ce que les États pourraient offrir aux djihadistes? Bon, d'abord, avant d'offrir aux djihadistes, il faut d'abord savoir avec qui négocier. Est-ce qu'on négocie avec le groupe acteur, c'est-à-dire les émirs, les chefs vraiment les chefs au niveau opérationnel, en gros? Ou est-ce qu'on négocie avec les soutiens, c'est-à-dire les chefs de l'économie politique djihadiste, c'est-à-dire les trafiquants qui sont à mi-chemin, situés et qui connaissent très bien leurs clients, qui sont les djihadistes, et qui connaissent bien évidemment les acteurs politico-sécuritaires, donc en gros les États en place. Donc, est-ce qu'on négocie avec les chefs trafiquants et je dirais les entrepreneurs politico-économiques, ou est-ce qu'on négocie avec les chefs de guerre? Jusqu'à présent, on n'a pas pu, historiquement, faire revenir les chefs de guerre sur leur engagement, sur l'usage de l'excommunication concernant les États en place, donc le tekfir, et on n'a pas pu les faire revenir de manière collective, hein, je dis bien organisationnelle, collective, sur l'arrêt de l'usage de la violence. Donc, aujourd'hui, on a historiquement et pratiquement, qu'est-ce qu'on a pu obtenir comme résultat? C'est un démantèlement au cas par cas. Un démantèlement, un désengagement, soit des émirs par exemple du GIA, du GSPC, de certains émirs dans les pays du Moyen-Orient. Donc, mais on n'a jamais pu amener les groupes djihadistes takfiristes à revoir, donc les muraja'at, à revoir leur doctrine concernant l'excommunication de l'État. Donc, l'État est excommunié, impie, donc légitimement, il peut être ciblé par la violence. Donc là, aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit aussi. Négocier avec Yada Grali via, par exemple, Diko, Abdelrahman Diko, l'imam Diko, c'est quelque chose qui peut être très utile, bien sûr, parce qu'au fond, historiquement, encore une fois, qu'est-ce qu'on a? On a pu avancer sur le démantèlement du djihadisme, mais pas sur la négociation avec les djihadistes. Le djihadisme se démantèle, c'est-à-dire que le groupe acteur, les émirs, doit être coupé de la base, des fameuses communautés qui soutiennent. Qui soutiennent sur le plan matériel, sur le plan du renseignement, sur le plan quelquefois, pas toujours, de l'adhésion à l'idéologie. Les chefs de guerre, les émirs, doivent être aussi et ont toujours été coupés aussi de l'économie politique, c'est-à-dire les chefs les chefs je dirais, des réseaux narcotrafiquants, de l'économie politique de soutien au djihad, sont généralement coupés. On leur offre une solution alternative. L'État, les services de renseignement de sécurité leur offrent une possibilité de sortie du djihadisme par d'autres issues économiques. Et ça les amène petit à petit à se désengager du djihadisme parce qu'ils y sont par intérêt, par opportunisme. Donc, les acteurs opportunistes, on peut négocier avec eux,
Mais les chefs de guerre, Mhm. historiquement, jusqu'à présent, on n'a jamais pu les amener à revoir leur doctrine. Encore une fois, pour répondre à ta question tout à l'heure, les communautés, il faut faire attention à ne pas ethniciser le djihadisme et l'associer aux Kanuri ou alors l'associer à un groupe ethno-linguistique, parce que ça exacerbe encore le conflit. Mais dans les faits, il est très important d'offrir à ces communautés des solutions, déjà par l'aide au développement, par l'intégration dans la communauté nationale, parce que c'est des communautés généralement stigmatisées, en rupture avec l'identité nationale, avec la communauté nationale. C'est cela qu'on retrouve généralement dans les bras du djihadisme. Et c'est par une approche multiple d'intégration de ces identités-là dans la construction nationale, mais Ok, aussi à des solutions de développement. C'est ce que font généralement les acteurs du développement dans la sous-région. ok. Donc, Merci. le djihadisme, on le démantèle, mais on n'arrive pas à le faire revenir sur ses fondamentaux. En tout cas, Merci. historiquement, hein, historiquement. Merci beaucoup, Voilà. Salma. Je vous assure que ce n'est que le premier webinaire d'une longue série. Toute cette année, avec vous, cette communauté autour du Timbuktu Institute, d'autant plus que nous entrons dans le 10e anniversaire du Timbuktu Institute, donc vous avez la primeur. Nous aurons ces séries de débats avec vous, de dialogue, on vous rend la parole. Et merci à tous, vraiment, pour vos contributions constructives pour ce débat. Et je crois que on vous donne rendez-vous très, très bientôt sur une autre thématique, le temps pour continuer ce dialogue sur cette plateforme du dialogue, cette plateforme de co-construction des solutions africaines sur ces questions africaines, qui est le Timbuktu Institute. Merci et bonne soirée à vous tous.